Évoquer à présent la situation au Proche-Orient. Avant d'accueillir mes invités, direction Sderot. Sderot, c'est cette ville israélienne qui fait face au nord de la bande de Gaza. Et on retrouve Clémence Dibou, envoyée spéciale de BFM TV, grand reporter BFM TV. Bonjour Clémence, merci d'être avec nous. On va revenir sur cette annonce de l'armée israélienne, annonce d'une intensification de son offensive sur Gaza. Et ça se traduit sur place par des bombardements massifs depuis hier que l'on peut observer de ce côté-ci d'Israël. Ce sont les images que vous voyez de Clément Grodenier. Eh bien, on voit des frappes depuis ce matin sur le nord de la bande de Gaza. Ici, c'est le nord de la bande de Gaza que vous voyez au nord de Gaza City. C'est aussi des bruits permanents de drones que l'on peut entendre côté israélien, des bruits de tirs automatiques, des bruits d'artillerie constants. C'est donc l'opération Chariot de Gédéon qui a commencé, annonce officielle de l'armée israélienne, c'est-à-dire qu'à des bombardements plus intensifs encore que les jours passés, il y a eu des chars qui sont rentrés dans le sud de la bande de Gaza pour prendre une plus large partie du contrôle. Quand on s'est rendu hier toute la journée justement le long de cette frontière, de cette bordure avec Gaza, avec Clément Grodenier, on a pu voir effectivement des chars Markava qui étaient positionnés ici. Ce que l'on sait de ce but de cette opération, c'est selon l'armée israélienne de prendre plus le contrôle à terre, de faire des zones tampons plus larges et d'amener la population de Gaza vers le sud de la ville de Gaza. Il y a donc des bombardements intenses depuis ce matin. La défense civile de Gaza, elle, fait état cette nuit d'une centaine de victimes. Merci beaucoup Clémence, avec Clément Grodenier pour BFM TV en direct de Sderot. Bonjour David Rigoulet-Rose. Merci d'être sur le plateau, chercheur associé à l'Institut de recherche internationale et stratégique l'IRIS. Bonjour Jean-Mal Bruno. Merci également d'être présent, grand reporter spécialiste du Proche-Orient. L'explication officielle donnée par Benyamin Netanyahou, est-ce qu'elle est crédible ? En dehors du bilan, de ce qui se passe, la situation humanitaire, mais est-ce qu'elle est crédible ? Est-ce que l'objectif qu'il dit vouloir atteindre est le bon? Il est le bon à ses yeux, mais Israël est en train de s'isoler sur la scène internationale. On l'a vu encore hier lorsque son plus grand allié, Donald Trump, a dit, je le cite, beaucoup de gens sont affamés à Gaza. Emmanuel Macron parle d'actes honteux et effectivement, on voit où veut en venir Benyamin Netanyahou. Il veut éradiquer non seulement le Hamas, mais éradiquer une grande partie de la population de la bande de Gaza. Et votre envoyé spécial le disait, mais il y a quand même, tous les jours, on est sur un bilan de environ 80 morts. Alors hier, on était 80 au départ, puis plus de 100, on parle de 300 victimes en 3 jours. Voilà. Après, c'est toujours compliqué de savoir la réalité, mais effectivement, la liste des victimes s'allonge. On voit bien que sur le terrain, il y a une intensification des violences. Israël n'arrive pas à venir à bout du Hamas. Et quand je vous disais qu'Israël s'isolait, c'est que je pense que le gouvernement israélien et Benyamin Netanyahou a été furieux que les Américains négocient en direct avec le Hamas la libération de leur otage. Ajouté aux initiatives américaines pour un cessez-le-feu avec les Houthis, ajouté avec les rebelles du Yémen, pardon. Les rebelles du Yémen, les négociations avec l'Iran. Voilà, et donc le bellicisme de Benyamin Netanyahou rentre en collision avec, on en parlera peut-être, enfin ça a été cette semaine le grand sujet au Moyen-Orient, avec la volonté de Donald Trump de stabilité. Est-ce que Donald Trump va tordre le bras à Netanyahou? Je pense pas, mais en tout cas c'est inquiétant ce qui se passe à Gaza parce que on est rentré dans une nouvelle phase là, à la fois de réoccupation et vraiment de pousser les ONG le disent, c'est une éradication de la population. Et le général Pellistrandi que j'accueille. Bonjour général. Bonjour. Consultant défense BFM TV. On va parler justement de ce qui se passe dans le nord de la bande de Gaza et de ses conséquences. David Rigoulet-Rose, je rebondis, je vous repose la question, mais je rebondis sur ce que disait Georges Malbruno à l'instant, c'est qu'on a du mal à comprendre pourquoi. C'est-à-dire pourquoi d'un seul coup cette intensification? Pourquoi cette façon de s'isoler de ce qui était une partie du soutien international de la part de Netanyahou? Il y a une forme de fuite en avant, parce que la stratégie qui a été développée jusqu'à présent n'a pas eu le résultat escompté, à savoir la disparition du Hamas. Et ça, on le savait quasiment au début de cette offensive, après les attaques. Il a l'illusion de lancer une nouvelle opération qui serait dans les modalités totalement différentes, c'est-à-dire de conquête, d'occupation totale en fait. Et puis associé à une expulsion justement de la population gazaoui et aveu d'impuissance, il dit que le vrai problème c'est qu'il ne trouve pas de pays d'accueil.
Donc c'est une impasse explicitée par lui-même en plus. Et il est d'autant plus dans une situation compliquée qu'il est tenu par ces deux ministres d'extrême droite qui sont ultra, effectivement, au point d'ailleurs qu'il y a eu des tensions lors de la validation du plan qui va être mis en œuvre entre le chef d'état-major Eyal Zamir et Itamar Ben-Gvir. Ils ont failli en venir aux mains parce que le chef d'état-major voulait l'entrée de l'aide humanitaire en disant que Tsahal ne pouvait pas affamer la population et les ministres d'extrême droite ont validé effectivement cette stratégie de famine. Ils ont fait une arme de guerre et on ne peut pas exclure d'ailleurs qu'il y ait des mandats d'arrêt du CPI qui ne sont pas rendus publics concernent les ministres en question. Benjamin Netanyahu est déjà visé. Voilà. Bonjour général, rebonjour pardon. Que se passe-t-il précisément en ce moment, depuis 3 jours, mais encore un peu plus depuis ce matin, dans la partie nord de la bande de Gaza? Quels sont les objectifs? Parce qu'on nous a, et on l'a vu, et nos équipes sur place nous parlent d'une zone qui est totalement ou quasiment totalement détruite. Donc quels sont les intérêts aujourd'hui d'aller s'installer là-haut, d'élargir les zones tampons selon l'expression officielle? C'est de détruire encore un peu plus les ruines qui restent. Et avec cette volonté de penser que que Tsahal pourra réduire à zéro le Hamas. La problématique, c'est le Hamas, c'est pas uniquement une organisation militaire, c'est pas une organisation politique, c'est tout. Et donc, c'est l'imbrication de personnel du Hamas au sein de la population, avec le fait que le Hamas ne combat pas en uniforme comme une armée régulière. Bon, donc, militairement, à part tout raser, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. Avec le risque, bien entendu, lors d'une occupation, c'est qu'il y ait des attentats contre les soldats de Tsahal, et donc la poursuite d'un engrenage en quelque sorte infernal. Donc militairement, c'est très compliqué d'éradiquer, d'autant plus qu'il y a encore un réseau de souterrains plus ou moins détruit, mais qui continue à fonctionner. Mais Benjamin Netanyahou, en général, l'a dit cette semaine, je ne vois pas de scénario dans lequel la guerre s'arrêterait. Donc il ne faut pas dire que Benjamin Netanyahou cherche à éradiquer le Hamas. Il sait très bien qu'il n'y arrivera pas. Il cherche à expulser les 2 millions de Gazaouis. Il compte pour cela, sur l'appui de Donald Trump, qui commence à hausser le ton. Et donc il est dans une stratégie, on peut le dire, ce que disent les ONG, d'éradication de la population palestinienne de la bande de Gaza. D'éradication ou déplacement, c'est pas la même chose. Quand vous déplacez, vous éradiquez. Quand vous déplacez 2 millions de Palestiniens de Gaza dans le Sinaï, il n'y a plus de présence de Palestiniennes dans la bande de Gaza, c'est une éradication. Quelle place il y a un sommet de la Ligue arabe à Bagdad. Quelle place pour les pays arabes? On a l'impression qu'il y a peu de chefs qui s'y rendent et peu de chefs qui sont mobilisés autour de cette question importante. Les pays arabes, pardon. Le principal, Mohamed bin Salman, le Saoudien, sur qui comptait Donald Trump pour se rapprocher d'Israël, lui a dit cette semaine à Riyad, pas question. Moi, je suis prêt à normaliser avec Israël, mais pour cela, il faut qu'Israël avance vers la création d'un État palestinien. Comme David l'a dit tout à l'heure, avec ce gouvernement israélien, il n'y aura jamais d'État palestinien. Donc, il n'y aura pas de normalisation. Et donc, là, encore une fois, je reviens à l'idée d'isolement. Il y a quelques années, on avait Israël allié avec les monarchies sunnites du Golfe contre l'Iran. Aujourd'hui, Trump veut faire de la stabilité du Moyen-Orient sa priorité, du commerce. Vous avez un rapprochement entre les monarchies et l'Iran, et au détriment d'Israël. Et les monarchies du Golfe seront prêtes à payer la reconstruction de Gaza lorsqu'il y aura, d'une part, lorsqu'il n'y aura plus le Hamas à Gaza, c'est compliqué, et lorsqu'il y aura un nouveau gouvernement israélien. Le rôle des pays arabes, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent? On a du mal à le voir. Il n'y a pas d'unité de parole, en tout cas, d'unité de positionnement, d'unité d'analyse. Il y a un consensus quand même sur le fait de refuser le principe d'une nouvelle Nakba, c'est-à-dire d'une expulsion de la population de Gazaoui. Là-dessus, il n'y a pas. Après, il y a des ajustements, des positions qui sont différentes, parce que le Qatar, par exemple, avait le bureau politique du Hamas, donc il n'est pas exactement dans la même position que les deux autres pétromonarchies. Il y a l'idée de toute façon qu'il n'y aura pas de financement pour l'enclave s'il n'y a pas de perspective politique. Et là, c'est l'impasse, c'est le verrou Netanyahou. Effectivement, même le président
président aujourd'hui, Donald Trump, se rend compte. Et c'est ce qui l'embarrasse d'ailleurs, parce que il est un peu piégé par l'appui indéfectible qu'il a formulé depuis le départ, alors qu'aujourd'hui, il voudrait se soustraire justement aux conséquences de cet appui qui semble le mener justement à un piège. En fait, il y a également il y a un levier sur lequel Donald Trump pourrait agir, qui sont quand même les fournitures d'armes à Israël. Ça, c'est un levier très, très concret. Bon, va-t-il utiliser cette arme-là pour faire plier Netanyahou? C'est une question très complexe. Et pour en revenir aux pays arabes, notamment sur les signatures de contrats faramineux, bon, il faut rester aussi très prudent. Par exemple, le Qatar qui a dit qu'il allait acheter des avions de ravitaillement Boeing, dont on sait pertinemment que l'avion ne marche pas. Bon, beaucoup de promesses dans les dorures. Bon, donc ça va évoluer peut-être au jour le jour avec le fait que effectivement Israël ne bouge pas de sa ligne de conduite. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau.